suis Aimé Jules Mouroula Manégabe. Je suis né un certain lundi, à 15 h précisément, du 5 janvier 1970, de Sylvestre Manégabe et de Marceline Tchekana Bomoa Boussikiro. Il faut dire que je suis parent, marié et père de 7 enfants dont une fille. Et j'ai fait mes études secondaires à l'Athénée de Bagira. Et juste après, je fais l'Institut supérieur de développement rural, où j'ai fait avec un focus sur la socio-économie et planification développement. Et là, c'est le graduat, la licence et les diplômes des études approfondies. Il faut même dire que c'est là où j'ai voulu commencer mon doctorat, et puis après, l'école doctorale a été fermée pour certaines inadéquations. Alors, juste après, j'ai été recruté par la coopération bilatérale, précisément au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, où j'étais d'abord assistant technique, puis coordonnateur de développement autour du parc national du Kahuzi-Biega, qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et par la suite, j'ai été par 2 fois d'ailleurs chef de mission de ce projet de coopération bilatérale. Et j'ai pris 10 ans à travailler dans le domaine de la conservation de la nature. Donc mon travail était de concilier les approches de développement à celles de la conservation des ressources naturelles. Il faut dire que nous avons fait beaucoup dans ces cadres de travail. Et après, j'ai pris une retraite partielle parce que nous, avec des amis enseignants, consultants, nous avons créé un bureau de consulting pour essayer d'appuyer les organisations à la fois nationales, internationales, à développer leur stratégie. Et c'est comme ça que je serai directeur adjoint en charge des opérations. Mais en 2000, parce que là, à l'ICCN, c'est jusqu'en 2002. Et en 2006, je vais accepter une offre de l'Organisation catholique pour l'aide au développement, CORDAID en sigle. Et là, je vais d'abord occuper le poste de chargé de programme. Et plus tard, je vais assumer le rôle de chef de mission pays pendant 2 ans. Et ça, on est en 2011. Et c'est là où je vais décider de démissionner pour me concentrer sur ma carrière politique. La norme à l'époque, il fallait avoir au moins 2 distinctions pour être enseignant. Bon, j'ai eu des distinctions à l'époque. Et il faut dire qu'au 3e cycle, j'ai fait aussi des distinctions. Et dans ma vie professionnelle, je n'ai eu que la cote élite, pour la plupart des fois. Bon, je crois que les défis de la province, comme du pays, exigent des dirigeants de qualité. Et ces exigences, il faut, en principe, si la population a besoin de résoudre les questions vitales, il faut essayer de se ranger, de se mettre de son côté les élites. Parce que faire la guerre comme le pays en a connu, c'est déjà une exigence. Mais pour faire le développement, il faut encore être beaucoup plus exigeant. Et nous pensons que le profil répond à cette préoccupation. Il faut dire que je suis enseignant permanent à l'Institut supérieur de développement rural et j'apporte mon concours et mes connaissances dans beaucoup d'autres instituts supérieurs et universités de la région, que ce soit à Bukavu ou à Goma. Je suis écrivain. Mon combat politique rime aussi avec mon enthousiasme, mon intérêt à l'écriture. Mon premier livre est intéressant parce que c'est important qu'on en parle. Mon pays, il les dirige mal et n'écoute personne. Et ce livre a été produit en deux volumes parce que nous sensibilisons les dirigeants à écouter les populations. C'est un élément aussi en plus qui me plaît lorsque je vois que le président Félix-Antoine Tshisekedi est à l'écoute de la population. Parce que c'est important d'écouter la population. J'ai écrit un autre livre intitulé « Gouvernance performante des entités territoriales décentralisées ». Parce que c'est important d'organiser la vie déjà à partir de la plus petite entité, que ça soit déconcentré ou décentralisé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient que le président de la République fasse tout. Fachi, Tailangali Kaboy. Ceux qui sont à Ngandajika, ceux qui sont à Kabare, ceux qui sont à Chimpunda, Kadutu, ceux qui sont à Panzi,
à Bagira, et à Maluku. Ils pensent que le chef de l'État viendra gérer les questions de caniveau, les questions d'assainissement. Non, les compétences sont d'attribution. Donc il faut déjà que les plus petites entités soient prises en charge par les cas de base, les bourgmestres, les maires. Et déjà avec un gouverneur compétent, la vie dans une province peut changer. C'est au regard de tout ce que j'ai fait comme travail que j'ai été bénéficiaire de beaucoup de prix et de décorations, dont le prix de bravoure que j'ai obtenu en 2001 par une société américaine du fait du travail que je faisais pour des sacrifices consentis dans la conservation de la nature en temps de guerre. Alors, au regard de tout ce que nous avons fait, et tous notre profits, de la manière dont nous avons géré notre vie politique et professionnelle, ainsi que notre campagne en 2018, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me nommer comme conseiller juridique au collège, à un de ces collèges. Et depuis les récents semestres, il m'a transféré au collège planification, agriculture, pêche, élevage. Et je ne cesserai jamais de lui dire merci parce que c'est une expérience qui m'a permis de comprendre encore beaucoup plus le fonctionnement de notre État, quels sont les efforts qui sont faits et par où est-ce qu'on peut mieux faire. Et donc c'est pourquoi j'ai renouvelé ma confiance au Président de la République et je suis prêt à l'accompagner dans ses combats. Il faut comprendre que l'Est, vous vous rappelez que la guerre commence en 1996. Et 2 ans après, il y a un mouvement insurrectionnel soutenu par des pays étrangers. Et ça, on est à 1998, précisément les 2 août. Et je suis de ceux-là qui n'ont pas pensé qu'il fallait croiser les bras. De ceux qui ont pensé qu'il fallait s'activer pour barrer la route à l'agression extérieure. Et c'est de ça que nous allons nous activer à accompagner les résistants. Parce que nous étions dans la zone occupée et il fallait essayer de porter les soutiens nécessaires à ceux qui avaient pris le choix de porter l'arme et faire le front direct avec les agresseurs. Alors c'est ça, nous allons essayer de nous organiser, donc constituer la partie politique pour accompagner la partie militaire. Et ça, on va aller jusqu'à la réunification du pays. Précisément le 1er mai 2004, nous allons décider de créer le Parti congolais pour le progrès, PCP en cycle. Et ça, fut une initiative de beaucoup de nos collègues, enseignants, chercheurs. On va créer ce parti et directement les collègues cofondateurs, parce que j'étais parmi les 2 et 5 initiateurs, co-initiateurs, s'il faut être beaucoup plus précis. Et parmi les 22 fondateurs du parti, ils vont me désigner comme secrétaire général du parti. Et donc, je vais commencer à assumer déjà à partir de novembre 2004 les fonctions de secrétaire général du parti. Et je vais installer le parti sur 7 sur 11 provinces, y compris la ville de Kinshasa, à l'époque. Je pense que j'ai eu la confiance du directoire national et conformément à nos textes, j'ai été coopté par le directoire national pour le remplacer et donc devenir président du parti. Et ça, nous sommes en fin 2021. Et donc, bientôt 2 ans que j'assume les fonctions du président du parti. La différence entre notre parti et beaucoup d'autres partis est que nous avons une idéologie assez rigoureuse. L'idéologie du parti, c'est le congolisme. Le congolisme consiste à apporter, à soutenir, à développer, à faire tout en sorte que ce soit le Congo qui gagne et secondairement les Congolais. Donc il faut mettre toutes les priorités, toutes les stratégies de manière à ce que ce soit le Congo qui gagne et les Congolais qui gagnent avec le Congo. Parce qu'il y a des gens qui voudraient gagner avec le Congo sans les Congolais. Il y a des gens qui ont besoin de ressources du Congo sans s'intéresser aux Congolais. Et donc, ils sont intéressés par ce qui les intéresse et pas vraiment par ce que nous sommes. Et voilà, notre idéologie, elle est rigoureuse parce qu'elle est fondée sur des valeurs aussi exigeantes, notamment la moralité, la compétence, le patriotisme, l'altruisme. Tout ça sont des valeurs. Pour nous, on s'appelle congoliste. Et donc pour être congoliste, il faut se vêtir, il faut se doter de toutes ces valeurs. Et donc, par exemple, les questions de sécurité, les questions de défense nationale sont des questions de convergence nationale. Nous estimons que pour ça, les Congolais, quelles que soient les couleurs de leur parti politique, quelle que soit leur idéologie, nous devions être unis de
pour faire en sorte que le Congo gagne. Parce que le Congo doit gagner, les Congolais doivent gagner avant que quiconque ne gagne. Tenez que le PCP, c'est un parti national. Il est dans toute la partie Est. Ça signifie que nous sommes au Sud Kivu, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes en province de l'Ituri, nous sommes au Haut-Ouélé, nous sommes à la Chopo, nous sommes en province du Maniema, nous sommes dans le Haut-Katanga, nous sommes dans la Tanganyika. Nous sommes aussi au centre comme nous sommes à l'ouest. Il est important de préciser que le Parti congolais pour le progrès, PCP en sigle, n'est pas parti à ces élections en cavalier seul. Nous sommes membres de l'Union sacrée, c'est important de le préciser. Autrement dit, nous soutenons la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes membres du regroupement AACRD, Action des Alliés de la Convention pour la République et le Développement, dont le président est l'honorable président Mbosso Nkodia, Christophe. Et les collègues membres de la conférence des présidents ont accepté, ont voulu, à ce que je sois un des 6 vice-présidents de ce regroupement. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons aligné nos candidats. Le PCP a aligné 75 candidats députés nationaux et a aligné 115 candidats députés provinciaux. Et nous avons aussi un nombre assez important, et nous avons des candidats conseillers municipaux, dont 27 dans la ville de Kinshasa, de Bukavu. En fait, notre combat axé sur d'abord la refondation de l'État. Et pour cela, nous avons besoin des citoyens qui se veulent normaux et responsables de leurs actions. En fait, nous travaillons en tant que parti politique à créer une classe, à renforcer une conscience nationale, de telle manière que nous soyons responsables de tout ce que nous faisons. C'est important que la RDC fasse partie de ces acteurs mondiaux qui apportent des solutions aux problèmes que connaît le monde, au lieu d'être parmi les pays qui ajoutent des problèmes au monde. Parce que nous avons, que ce soit la géographie, que ce soit la démographie, que ce soit la position géostratégique, que ce soit toutes les potentialités naturelles, nous avons tout pour occuper ces postes. Et donc, le problème qui se pose, c'est un problème de leadership. Et au fur et à mesure, des solutions sont trouvées, mais les défis restent majeurs. Alors, en tant que candidat, mon combat s'attelle sur... En fait, je voudrais répondre à 3 grandes questions. Comment est-ce que la sécurité... Comment faire ou que faire pour que la sécurité soit améliorée? Que faire pour que la population active, surtout les jeunes, filles et garçons, accèdent aux emplois rémunérateurs? Que faire pour que l'éthique et la moralité guident désormais la vie publique? Alors, si vous voulez que je développe le premier pilier, comme on y est, parlons de la sécurité. Lorsque nous parlons de la sécurité, pour nous, il faut d'abord comprendre que la sécurité n'est pas seulement la cessation des hostilités liées aux incidents sécuritaires, liés par l'arme à feu ou l'arme blanche, mais il faut comprendre la sécurité comme la suppression ou alors l'atténuation de tout ce qui perturbe la quiétude des citoyens. Parce que nous pouvons ne pas avoir une guerre à l'Est ou à l'Ouest. Nous pouvons ne pas avoir une guerre. Mais il y a beaucoup de préoccupations qui concernent et qui inquiètent les citoyens au quotidien. Parlons de la sécurité alimentaire. Si on ne sait pas manger 2 fois, 3 fois, 4 fois le jour, comment on peut se sentir sécurisé? Si on ne sait pas scolariser ses enfants, comprenez un peu. Si les enfants peuvent aller, déjà la gratuité de l'enseignement a permis à presque 6 millions d'enfants d'aller à l'école, mais nous devons essayer de travailler, de renforcer de telle manière que ces enfants restent à l'école. Ça signifie qu'on peut améliorer l'alimentation à l'école, on peut améliorer la vie à l'école, l'ambiance vitale à l'école. Il y a des questions de logement. Déjà dans d'autres provinces, par exemple si je prends le cas de Kinshasa, la garantie locative ne dépasse presque jamais 3 mois. Alors qu'à Bukavu,
ça va de 10 à 12 mois. Rien que la garantie locative. Dans le même pays. Alors, les jeunes, moi quand j'ai fini mes études, à 23 ans, je me suis payé, j'ai payé une maison. Je me suis installé. J'ai appris à m'organiser. Alors, si un jeune n'a pas d'emploi, si un jeune a face à une exigence d'une garantie locative de 10 à 12 mois, comment il peut s'installer? Mais nous parlons de la sécurité routière. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on peut continuer à se faire escroquer par des policiers à la longueur de journée? Avec Botelikasu, mais c'est partout, c'est pas seulement à Bukavu, c'est à Kinshasa, c'est partout. Et tout ça, on peut mettre fin. Ça, c'est des aspects d'insécurité. Ça signifie que vous êtes devant votre volant. Dès que vous voyez un policier, quoique la peur du policier, c'est le début, le commencement de la sagesse, là, même si vous êtes en ordre, vous êtes en difficulté. Alors, nous pouvons passer à la sécurité sanitaire. Il y a des maladies pour lesquelles un seul individu ne peut pas être capable de se prendre en charge. Donc, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent aux gens d'être sécurisés sur le plan sanitaire. Il y a des questions la question foncière. Regardez comment presque 70% des conflits devant les cours des tribunaux sont d'abord fonciers. Parce que, faute de sécurité foncière, un seul fonds est vendu à plus d'une personne. Ça signifie, je meurs, c'est pas sûr que ce que j'ai laissé à mes héritiers leur appartiendra 2 mois après. Nous parlons de l'accès à l'eau. Nous parlons de l'accès à l'énergie. Parce que si on n'a pas en permanence l'énergie électrique, comment on va lancer l'industrie? Comment on va se développer? Comment on va organiser l'éclairage public? Donc, la sécurité, il faut l'aborder sur beaucoup de questions. Et donc, il faut avoir une compétence, il faut avoir de la matière grise pour aller au-delà des faits, des incidents sécuritaires. J'ai fini mes études à 23 ans. 2 semaines après, j'ai un emploi que je n'ai pas demandé. Parce que 2 ans ou 3 ans avant, en 90, j'avais participé à une étude socio-économique et j'étais le coordonnateur de l'équipe. Sur base de ça, la GTZ, la coopération technique allemande, m'a identifié. Moi, je ne savais pas. Et ils vont revenir là où j'ai étudié pour vérifier si je n'avais pas fini les études, pour me proposer un emploi. Et 2 semaines après, j'avais encore besoin de vacances. J'ai eu un emploi. Et c'est sur base de ça que j'ai organisé. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? J'enseigne depuis 2004. J'ai des étudiants par qui j'ai commencé l'enseignement supérieur et qui sont restés chômeurs jusqu'à maintenant. Parce que si les jeunes sont en grande majorité exposés au chômage, comment ils vont organiser leur vie? J'ai toujours pensé que quelqu'un qui n'a pas d'emploi, c'est un gaspillage, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la société. Parce que comment il va organiser sa vie? Comment il va faire face aux défis de la vie? Parce que c'est difficile de faire avancer la RDC, de faire progresser le pays sans utiliser les potentiels des jeunes. Même si la jeunesse, c'est un état d'esprit, mais aussi la jeunesse biologique doit être capitalisée. Et donc, nous devons essayer de renforcer les mécanismes qui permettent aux jeunes d'accéder aux emplois privés comme aux emplois étatiques. Ça signifie, quand on voit par exemple que la fonction publique, le mode de recrutement au sein de la fonction publique pose encore problème, parce que généralement, encore axé sur le clientélisme. On ne sait pas, les jeunes ne savent pas, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises depuis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris les pouvoirs, mais il faut le renforcer. Il faut que l'accès à la fonction publique soit donné à tout le monde et à des conditions égales. C'est important. Mais il faut aussi renforcer l'entrepreneuriat, il faut aussi améliorer le climat des affaires, de telle manière que, par exemple, le partenariat public-privé, c'est une opportunité pour les jeunes d'innover. L'amélioration du climat des affaires, c'est une opportunité pour les jeunes pour que ceux-ci créent leurs emplois. Donc on peut les avoir de l'État, on peut les avoir chez les privés, mais du fait des mécanismes de création d'emplois, des gestions d'emplois ou des facilitations d'accès aux emplois. Et il faut travailler sur ça. Moi-même, je suis ceinture noire en jiu-jitsu. J'ai été vice-président du club Konzo, qui est le club de karaté de ma commune, la commune de Bagira. D'ailleurs, c'est un grand club, en fait. Il faut dire que notre parti pense qu'il y a beaucoup de talents. Lorsque nous parlons des emplois, il y a beaucoup de talents qu'il faut valoriser. Dieu nous a dotés de talents différents. Il y a même des talents qu'on développe autrement en étant sur Terre. Et donc, c'est aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes.
il y a beaucoup de jeunes qui peuvent vivre que de ça. Et donc, la politique doit être celle, pas seulement de glaner ce qui existe, c'est plutôt d'ouvrir, de créer des mécanismes, multiplier les infrastructures sportives. Il faut faire une politique qui permette aux gens d'exporter leurs talents, de sécuriser les talentueux. Et ça, c'est un mécanisme qui donnera beaucoup plus d'emplois que ce que l'on pense. Alors, l'autre pilier de notre combat, c'est l'amélioration des conditions éthiques et morales dans la vie publique. Nous sommes convaincus, notre parti et nous-mêmes, sommes convaincus que c'est la détérioration de cet aspect-là, moral et éthique, qui justifie tout ce qui pose problème à notre pays. Aujourd'hui, la corruption est devenue... Il y a beaucoup d'efforts faits récemment, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur. Vous avez bien dit, c'est devenu notre modèle. Le clientélisme, le détournement, les vols, les viols, les violences sexuelles, même dans les écoles primaires, secondaires et milieux estudiantins. Les tribalismes, tous ces éléments doivent être extirpés de la vie publique. Parce que si ce n'est pas extirpé de la vie publique, ça va être difficile de donner des chances égales aux citoyens. Je dois vous dire que je suis heureux de soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut dire que la rencontre entre le président actuel et le Parti congolais pour le progrès date du constat selon lequel il y avait un rapprochement idéologique entre son parti et le nôtre. L'IDPS défend l'état de droit, promet l'état de droit, et avec une politique axée sur le peuple d'abord. Le PCP, notre formation politique, défend aussi l'état de droit, avec un accent particulier sur le congolisme. Alors, vous ne servez pas le peuple congolais si vous ne croyez pas au Congo et aux Congolais. Et c'est ça d'abord le rapprochement. Donc nous sommes liés par un rapprochement idéologique. La deuxième chose, c'est la personne et les stratégies Fachi. Il faut dire que le président de la République a un courage assez particulier qui ne recule devant rien lorsqu'il faut parler du Congo et des intérêts du Congo. Tenez, regardez comment le président de la République a mis en difficulté les M23 malgré tous les soutiens dont il jouit sur le plan international et régional. Le M23 est en difficulté. Il est vrai qu'il n'est pas encore bouté dehors. Et c'est ça son vœu, c'est ça tout notre souhait. Mais le M23 a des difficultés. Regardez comment il parle à tout moment, à n'importe quelle occasion. Il cible l'agresseur. Il parle de l'agresseur et de ses complices, à haute voix et sans recul. Et sur ça, il ne lésine pas. Regardez comment il est en train de transformer les multinationales hier, qui étaient contentes d'exploiter nos ressources à partir des pays voisins, à partir des pays commissionnaires. Regardez comment il est en train de transformer ces multinationales qui étaient des spoliatrices hier, en partenaires pour le développement et la paix. Aujourd'hui, certaines multinationales ont compris qu'il faut se presser à aller vers la RDC parce que demain, ça pourrait être tard. Parce que les retardateurs vont rater le rendez-vous. Nous étions presque incapables, officiellement, de produire et exporter 20 kilos d'or. Rien que pour le premier trimestre de 2023, nous avons pu produire et exporter 2000 kilos. Ça signifie que nous sommes capables, rien que par une unité, et grâce à un projet, de produire 8000 kilos d'or. Regardez comment le chef de l'État, par sa diplomatie, est en train d'attirer des investisseurs en RDC. Il y a de plus en plus des industries qui s'installent dans le Grand Kivu, dans le Grand Katanga. Regardez comment il y a des industries qui s'installent dans la zone économique spéciale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits made in Congo, que ce soit la porcelaine, que ce soit le carreau, que ce soit les tôles, des produits made in Congo. Ça signifie que le chef de l'État a mis de la confiance, a donné la confiance aux investisseurs. Et ce qui fait qu'avec aussi, notamment la lutte contre la corruption, les gens ont de plus en plus confiance à venir investir au pays. Au-delà des questions diplomatiques, parce que si on se met à parler de la diplomatie, à elle seule, ça peut nous prendre toute une journée. Mais regardez comment la question de la lutte contre la corruption.
Ça a été une première que des très proches collaborateurs d'un chef d'État soient mis devant la justice pour répondre de leurs faits. Regardez le projet de la gratuité de l'enseignement, avec tous ses effets sur les ménages. Les ménages peuvent économiser un peu d'argent pour autre chose que payer les frais scolaires. Regardez la gratuité de la maternité. Regardez le projet de développement de 145 territoires qui permet à chaque territoire d'avoir un nombre d'infrastructures socio-économiques de base. Regardez les questions de la refondation de l'armée, de la police, des services de renseignement, mais aussi leur humanisation. Regardez, en une fois et en une année, le pays a été capable de recruter 5000 magistrats. Regardez tout ce qu'il y a comme effort pour essayer d'améliorer, réformer la magistrature. Bref, il y a beaucoup de questions sur lesquelles le chef de l'État a agi et a voulu essayer que des questions des citoyens trouvent des réponses. Il est vrai que tout n'est pas fait. Même si beaucoup de choses ont été faites, tout n'est pas fait. Mais il faut aussi dire que les bases ont été jetées. Parce que les bases ont été jetées, les effets de ces bases jetées seront sous peu dans l'assiette du Congolais. Et donc il faut un peu de temps. C'est pourquoi nous pensons que la candidature du président de la République est nécessaire pour la RDC. Pour trois choses. La première, c'est pour consolider les bases qui ont été jetées. C'est pour sécuriser les effets que nous avons déjà et que nous allons avoir. Mais aussi pour engager les citoyens dans le processus d'autonomie économique et politique. Alors il faut dire un élément assez important aussi, et que tout ce qui a été fait, rappelez-vous que ça a été fait dans un contexte imbibé de controverses internes et externes. Et beaucoup de gens ne donnaient même pas beaucoup de chance au président de la République. Au contraire, on lui a fait beaucoup de crocs en jambes. Beaucoup de gens ne lui donnaient même pas 3-4 mois. Mais les gens sont surpris de ce qui s'est fait. C'est ce qui fait que, et aussi il faut ajouter, avant de chuter, que le président de la République, il est sincère. Lui, il dit ce qu'il pense. Il ne cherche pas à se cacher derrière la rhétorique politicienne. Alors quand on regarde le président de la République, quand on regarde ses approches, quand on regarde ses actions, il est clair que le président de la République jette les bases et il y a des indicateurs qui montrent qu'il travaille au-delà de son mandat. Ça signifie que c'est quelqu'un qui tient à transformer le pays au-delà de son mandat. C'est pourquoi quand vous regardez le mode opératoire de Fachi, vous allez voir qu'il est totalement et très positivement différent de son prédécesseur. C'est ce qui fait d'ailleurs que ces multinationales qui traînent encore les pieds à rejoindre le combat de la RDC, ces multinationales qui soutiennent les adversaires à travers leurs entreprises guerrières, considèrent que ce nouveau Lumumba, que ce nouveau Mzee Laurent Kabila diplomatique, qui est Fachi, devrait ne plus être là. Parce qu'ils ont compris que le combat de Fachi en faveur du Congo les met en difficulté par rapport à leurs intérêts égoïstes. Et surtout qu'ils gagnaient beaucoup d'intérêts, beaucoup d'argent en dehors des réseaux formels, dans les réseaux mafieux, contre le Congo et contre les Congolais. Et donc, lorsque vous avez un président comme celui-là, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui sur certains aspects. Rien que pour ça, il faut le soutenir et aller de l'avant.